nous n'hésiterons pas davantage, comme nous allons le faire à présent, à étudier de plus près l'anatomie humaine. Les seins sont l'une des expressions les plus émouvantes du mystère féminin. Ils sont essentiellement constitués par des glandes et un tissu graisseux. Et pour schématiser dans une comparaison imparfaite, nous dirons que l'amour peut fonctionner grâce à deux moteurs très différents. Il peut fonctionner comme dans le dessin du haut, avec le moteur arrière. Il s'agit d'un moteur terriblement puissant, qui est capable de s'éteindre aussi rapidement qu'il est né. Il brûle comme de l'étoupe. C'est un moteur à réaction, au coup fulgurant. L'amour humain peut aussi fonctionner comme dans le dessin du milieu, entraîné par un moteur avant. C'est un moteur électrique, il est raisonnable et tenace. Pour qu'on ait un amour authentique, il faut en fait, comme dans le dessin du bas, l'action concertée et unie, intégrée, dirions-nous, des deux moteurs. Il est évident que l'amour sera d'autant plus voué à échouer que les deux moteurs seront en désaccord entre eux, comme dans le dessin du haut. Chut, écoutez, les gros tracteurs Renault arrivent. Dans ce cas, la plupart du temps, c'est le moteur de l'amour pulsion qui imposera sa loi. Il est puissant. Mais à la longue, le moteur avant reprendra le dessus. Par contre, il peut se faire que les moteurs viennent au secours l'un de l'autre. Il est fréquent, par exemple, que le moteur avant arrive à mettre en marche, comme dans le dessin du bas, le moteur arrière qui ne s'est pas encore vraiment allumé. Le relance. Il y a toujours dans un couple une possibilité de retour de l'âme. Monsieur Croc, vous êtes neuropsychiatre et vous vous intéressez particulièrement aux tests mentaux dans lesquels vous avez une grande expérience. Cette méthode des tests, vous l'avez appliquée récemment au contrôle des états d'affaiblissement intellectuel chez les personnes âgées. Vous avez choisi effectivement une batterie de tests qui permet de reconnaître les divers secteurs de l'activité intellectuelle. L'attention, la mémoire immédiate, la mémoire différée, le jugement, le raisonnement enfin. Il s'agit d'une technique qui a l'immense avantage d'être objective, de permettre de chiffrer le degré de la détérioration mentale et d'apprécier des nuances qui seraient imperceptibles à l'observation clinique. Mais le profane que je suis se pose une question. Comment peut-on apprécier un affaiblissement intellectuel puisque la notion même d'affaiblissement suppose la référence à une mesure antérieure de l'intelligence et que dans l'immense majorité des cas, la personne devant laquelle on se trouve n'a jamais eu l'occasion de passer les tests de niveau intellectuel. Alors, comment résolvez-vous cette difficulté ? Oui, il y a effectivement là un problème méthodologique. En fait, on contourne l'obstacle. On fait passer au sujet deux groupes de tests différents. D'une part, des tests sur lesquels l'âge influe relativement peu, et d'autre part, des tests qui sont très sensibles à la détérioration mentale, qu'elle soit sénile ou due à d'autres facteurs pathologiques. Et bien entendu, les réponses sont d'autant moins bonnes que la détérioration mentale sera plus grande. Comme exemple, on donne le fameux test de raisonnement mathématique, dit test des dominos, qui est emprunté à l'arme anglaise du test domino des 40. Vous voyez donc qu'il suffit de faire la différence entre, d'une part, les résultats obtenus au test et d'autre part, les résultats obtenus au test clinique pour pouvoir estimer l'affaiblissement intellectuel. Je dis bien estimer et non pas mesurer, car il s'agit d'une estimation statistique et non pas d'une mesure. Ce sont des tests qui ont été étalonnés et validés sur des courbes de population statistique, des courbes de Gauss. Allez donc chez votre concessionnaire Renault. Je vous en prie, entrez dans le néant. Histoire d'un petit veau qui était très heureux avec les autres petits veaux et qui ne voulait plus les quitter. Et tous ensemble, ils jouaient à courir, à sauter, à se dépasser et à se cogner tête contre tête. Le
Sporting de Schiltigheim n'a pas besoin de se forcer outre mesure pour trouver sa motivation. Le petit Pousset de CFA2 mesure l'ampleur de l'événement. Affronter l'ogre de Ligue 2, Toulouse, venu pourtant en formation réduite. Exemple, Prunier et Forêt sont au repos. Une option que regrette peut-être Éric Montbard dès la 2e minute. Le temps pour Schiltigheim d'allumer la première mèche, tire, dévase et but. Une action qui donne des indices sur le style de jeu chilicois. Rapide, audacieux et réaliste, talonnade de Spivak pour la frappe sèche de Garif Evans. Petite réaction des Toulousains, combinaison Dieuz-Bancarel. Le tir de Dieuz est repoussé par Michel, mais José Guira, l'entraîneur chilicois, n'est pas pour autant rassurant. Rec, dès qu'il gagne, tu sors et on balance le truc. Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de sa dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Et montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher